C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Dans les prochains jours, le Togo va se doter d'une brigade foncière, l'objectif étant de mieux lutter contre le phénomène de la double vente ou de vente multiple, un problème assez récurrent au sein du secteur foncier. Puis direction Kara, dans la région nord du pays, un réseau de vente parallèle de médicaments opère au sein du centre hospitalier universitaire de Kara. Le ministère en charge de la santé a été saisi par l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Nous ferons le point sur la situation. Au-delà de nos frontières, actualité en République démocratique du Congo, le professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, sera candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Il l'a annoncé dans la journée de ce lundi, nous y reviendrons. Et pour une toute première fois dans l'histoire de l'Église catholique, des femmes pourront prendre part, mais également voter lors de l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, un acquis pour elles après des années de revendications. Ainsi décliner les titres, mesdames et messieurs, nous passons aux précisions tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Le ministère en charge de la santé et de l'accès universel aux soins de santé a été saisi par l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Ceci au sujet des pratiques malsaines qui ont cours dans le centre hospitalier université de Kara. Un vaste réseau de vente parallèle de médicaments est en action dans le dit centre. Nous revenons sur les faits avec ce récit signé Kofi Klégué. Les mauvaises pratiques dans les centres de santé publique au Togo continuent d'avoir cours. C'est l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, OPS Afrique, qui a révélé les pratiques à travers une correspondance adressée au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les cas référés par l'Observatoire ont eu lieu au centre hospitalier universitaire de Kara. Dans les détails, le 20 septembre dernier, un jeune homme a été admis au CHU Kara pour morsure de serpent. Le médecin traitant lui avait prescrit un sérum antivénimeux. La pharmacie du CHU ne disposant pas de ce produit, la pharmacie la plus proche a affiché 137 750 francs pour la boîte de 2 flacons du sérum antivénimeux disponible. La famille en pleine concertation, le médecin traitant propose un autre produit à 60 000 francs, la boîte de 2 flacons, et ceci pendant 3 jours. Cependant, le produit n'a visiblement pas d'impact sur le mal. La famille, n'en pouvant plus, a vite fait de saisir l'Observatoire qui, à son tour, a saisi le directeur du CHU Kara qui s'était investi pour un dénouement de la situation. L'Observatoire demande à ce que des tests de laboratoire soient faits pour attester la qualité du produit administré aux malades. Il demande aussi au ministère de prendre les dispositions qui s'imposent pour démanteler le vaste réseau de vente parallèle de médicaments prospérant au CHU Kara. Les pratiques malsaines dans les hôpitaux constituent une violation des droits des patients, rappelle l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Le Togo va se doter dans les prochains jours d'une brigade foncière. L'objectif en vue, c'est de lutter contre le phénomène de la double vente ou de vente multiple, un problème assez récurrent au sein du système foncier. Nous vous livrons les précisions sur cette nouvelle initiative dans ce reportage signé Promise Kpomegbe et commenté par Kofi Klégué. L'on rencontre de multiples problèmes dans le secteur foncier au Togo. La plupart des litiges devant les tribunaux sont liés au foncier et l'on peut citer entre autres les ventes illicites, la spéculation foncière, la contestation des réserves, la dépossession, la pluralité de titres de propriété pour une même parcelle et bien d'autres. Parlant des conflits liés au phénomène de double vente ou vente multiple, pratique illégale consistant à vendre un terrain déjà acquis, il ne cesse de prendre de l'ampleur et oppose très souvent des acquéreurs et des propriétaires. 2 ou plusieurs acquéreurs ou encore des descendants de propriétaires et des acquéreurs. En raison de ces problèmes rencontrés régulièrement lors des achats de parcelles, plusieurs se retrouvent à acheter des terrains qu'ils ne peuvent même pas occuper. Le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme veut mettre en place une brigade foncière pour lutter contre le phénomène. L'idée est de contribuer à résoudre les conflits, mais aussi renforcer la surveillance du secteur foncier. Les acteurs du secteur souhaitent collaborer avec tous les départements ministériels utilisant le foncier. Le phénomène de double vente ou de vente multiple relève souvent des collectivités.
Nous parlons environnement à présent. Plusieurs facteurs expliquent le dérèglement climatique selon les experts dans plusieurs pays africains, dont le Togo bien évidemment. La pollution n'est pas exclue de la liste, elle demeure présente surtout à Lomé, la capitale togolaise. Constat fait par Jessica Rallo et commenté par Harold Messan-Ato. La pollution de l'air reste un fléau invisible qui décime la population togolaise, surtout les habitants de la ville de Lomé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la capitale togolaise fait partie des villes africaines les plus polluées depuis quelques années. Ses habitants sont exposés à un niveau de pollution de 4 à 5 fois supérieur à la norme, qui est de 10 microgrammes par mètre cube d'air. Les causes de cette pollution sont multiples. Les émissions des engins, le brûlage incontrôlé des déchets et de combustibles, les activités de la zone franche industrielle figurent en tête de liste. Aussi, des études ont révélé que l'harmattan a augmenté la concentration de la pollution jusqu'à 58% au cours de ces dernières années. Conséquence, la population fait face à une prolifération des maladies pouvant déboucher sur des décès. En vue de réguler la situation, une série de mesures préventives ont été prises pour réduire les émissions de gaz d'échappement et de poussière, ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables par le port autonome de Lomé. Ce dernier a également annoncé allouer un montant de 60 millions de francs CFA pour financer des activités contenues dans son plan d'action environnemental. En rajout à tout ceci, un système de gestion qui permet la collecte, le tri et l'élimination des déchets générés par les activités portuaires de manière responsable et respectueuse de l'environnement est également promu, sans oublier la restauration de couverts végétaux à travers le reboisement. Le tourisme est en plein essor au Togo avec une croissance notable du nombre de visiteurs et une contribution économique accrue soutenue par des initiatives de développement et des attraits culturels. C'est ce que propose Harold Messan-Ato dans le reportage qui suit. Le secteur du tourisme au Togo est en pleine expansion, jouant un rôle essentiel dans l'économie du pays. Lors de la Journée internationale du tourisme, le ministre de la Culture et du Tourisme a souligné les progrès notables du pays, affirmant que le Togo devient une destination incontournable dans la sous-région. Les chiffres des 2 dernières années témoignent de cette évolution positive. En 2022, le pays a accueilli plus d'1 million de touristes contre 983 969 en 2021 et 481 706 en 2020. Sur le plan économique, le Togo a enregistré une croissance de 34%, passant de 19 milliards de francs CFA en 2020 à 25 milliards de francs CFA en 2021. Plusieurs facteurs expliquent ce changement encourageant, notamment la création de conditions propices à la collaboration des acteurs de l'industrie touristique nationale, la richesse des sites culturels et touristiques du pays, tels que le site culturel de Koutamakou, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. En février 2023, ce site a bénéficié d'un projet de revalorisation soutenu financièrement à hauteur d'environ 3 milliards de francs CFA. Ce projet, tout comme l'expansion de l'aéroport international de Lomé, vise à faire du tourisme un secteur clé pour le développement du Togo. Et vous ne l'ignorez certainement pas, le mois d'octobre est chaque année consacré à la lutte contre le cancer du sein, le cancer le plus répandu d'ailleurs chez la femme. Cette année, ce sera pareil et pour l'occasion, nous vous proposons un reportage sur la maladie ainsi que sur quelques astuces pour la prévenir. Les détails de Jeannette Tohi et de Bernard Quinvy. Le cancer du sein, une tumeur qui se développe au niveau des glandes mammifères, demeure le cancer le plus fréquent chez la femme. Il a été enregistré en 2020 7,8 millions de cas de cancer du sein dans le monde et environ 900 au Togo. Parmi ceux-ci, 450 cas ont débouché sur des décès selon la Ligue togolaise contre le cancer LTC. Chaque année, le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation au cancer du sein à l'échelle mondiale. L'initiative, connue sous le nom d'Octobre Rose, sert de pilier dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Octobre Rose se fixe des objectifs essentiels. Tout d'abord, il vise à éduquer le public sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, un élément essentiel pour augmenter les chances de survie. Aussi, la campagne vise à collecter des fonds pour la recherche médicale, propulsant ainsi le développement des méthodes de dépistage plus avancées et de traitement plus efficaces. Le dépistage permet de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer à un stade précoce, ceci avant l'apparition des symptômes.
ce qui permet de le soigner plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains traitements. Autre geste préventif, les femmes sont appelées à pratiquer chaque mois l'autopalpation qui consiste à presser le sein et la zone située sous les selles à la recherche d'une anomalie éventuelle. Cependant, pour celles âgées de plus de 30 ans, en plus de l'autopalpation, elles devront réaliser une échographie du sein chaque année. Actualité au-delà de nos frontières et plus précisément au Mali, l'armée du pays a lancé une opération dans la journée de ce lundi. Elle a effectué une descente dans le nord à Gao, plus précisément dans la région de Kidal, une base stratégique pour les rebelles Touaregs. L'objectif de cette opération est d'anticiper sur une nouvelle attaque des rebelles. Les précisions. Un convoi de l'armée malienne s'est mis en mouvement lundi à Gao en direction de la région stratégique de Kidal dans le nord, bastion de la rébellion Touareg, ont indiqué deux responsables sécuritaires. Selon une source militaire malienne, l'objectif de cette intervention était de neutraliser des groupes terroristes voulant mener des actions contre une position de l'armée nationale. Sur le terrain, les affrontements et les attaques se multiplient, rendant le conflit désormais de plus en plus ouvert au nord, à l'ouest et au centre du pays. Dans un communiqué rendu public samedi, les ex-rebelles désormais réunis au sein du cadre stratégique permanent ont affirmé dans un bilan réactualisé avoir fait des dizaines de morts dans les rangs de la coalition de l'armée malienne et des paramilitaires du groupe Wagner lors de la dernière attaque du camp de l'armée dans la localité de Djoura au centre. Les troupes venues du nord dans leur bilan parlent également de véhicules et d'armements saisis. Côté ministère malien de la Défense, le bilan est tout autre. Sans donner de chiffres précis, un communiqué indique que l'ennemi a été mis hors d'état de nuire. Nous quittons le Mali pour la République démocratique du Congo et c'est désormais officiel. Le prix Nobel de la paix 2018, le professeur Denis Mukwege, sera candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Il l'a annoncé lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa. Voici le compte rendu de l'événement. Le lauréat du prix Nobel de la paix de 2018, Dr Denis Mukwege, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo lors d'une conférence de presse à Kinshasa lundi. Le Dr Mukwege, gynécologue célèbre pour son engagement en faveur des femmes congolaises victimes de violences sexuelles, est une voix critique du régime du président Tshisekedi depuis plusieurs années. Il avait toutefois refusé de se présenter aux dernières élections présidentielles. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo et je vous remercie. Son programme serait organisé autour de 12 piliers dont les deux principaux sont d'une part la paix, la sécurité et la défense, en luttant contre la balkanisation du pays et d'autre part la justice et l'état de droit. Un programme assez cohérent par rapport au combat et prise de position de celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes. Cela fait des années qu'il demande la fin de l'impunité dans le pays d'Afrique centrale. Les élections auront lieu le 20 décembre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi briguera un second mandat aux côtés d'une vingtaine d'autres candidats, dont Martin Fayulu, lors de ce scrutin qui sera couplé aux élections législatives, provinciales et municipales. Et dans le reste de l'actualité, Total Energy est de nouveau dans le viseur de 4 associations de défense de l'environnement pour climaticides. Darwin Climax Coalition, Sea Shepherd France, Wild Legal et Stop ECOP Stop Total ont porté plainte contre le groupe et son projet EACOP en Tanzanie et en Ouganda. Il est reproché au groupe Total Energy de ne mettre en place aucune action permettant de lutter contre le sinistre qui frappe déjà plus de la moitié de la population mondiale. Les plaignants dénoncent également la stratégie de communication de l'entreprise qui, selon eux, vise à donner l'illusion d'une stratégie environnementale ambitieuse afin de dissimuler l'absence d'actions concrètes et adaptées pour lutter contre le réchauffement climatique. Et sollicité par l'agence française de presse, Total Energy a indiqué ne pas avoir connaissance de cette plainte et ne sait pas ce qu'elle vise. Elle a également souligné que la compagnie mène ses opérations en conformité avec ses standards d'opération et avec les lois et règlements. Elle répondra aux demandes des autorités, le cas échéant, a-t-elle ajouté. Nous partons à présent pour l'Égypte. Situation complexe tôt ce lundi matin dans un quartier général de la police à Ismaïla, au nord-est du pays. Un incendie s'est déclenché, faisant au moins une trentaine de blessés selon les autorités du pays. Retour en images sur les événements.
En Égypte, un gigantesque incendie s'est déclaré tôt ce lundi dans un quartier général de la police à Esmaïlia, au nord-est du pays, blessant au moins 38 personnes selon le ministère de la Santé. Le ministère égyptien de la Santé a déployé 50 ambulances sur les lieux. Des services d'urgence militaires, incluant 2 avions, ont également été mobilisés selon les médias d'État. Sur 26 blessés évacués vers un hôpital local, selon le ministère de la Santé, 24 souffraient d'asphyxie et 2 de brûlures. 12 autres ont été soignés sur place. Les incendies provoqués souvent par des courts-circuits ne sont pas rares en Égypte, pays arabe le plus peuplé avec 105 millions d'habitants, doté d'infrastructures vétustes et mal entretenues. La présence de la Russie sur le continent africain et particulièrement dans la sous-région continue par susciter des questionnements, surtout au lendemain de la disparition d'Evgueni Prigojine. Les projets de Poutine seraient ainsi tombés à l'eau. Des experts se sont prononcés sur la question et nous vous proposons le compte rendu dans ce reportage. Les nombreuses vies d'Evgueni Prigojine, l'ex-chef du groupe Wagner, ont pris brutalement fin le 23 août dernier. Moins d'un mois plus tôt, Vladimir Poutine déclarait à Saint-Pétersbourg au sommet Russie-Afrique qu'il était urgent de lutter contre le néocolonialisme entretenu par les pays occidentaux. La disparition de Prigojine a-t-elle compromis les plans de la Russie pour le continent africain ? Prigojine était un directeur général en soi, ce qui signifie que l'organisation fonctionnait indépendamment de lui et toute l'infrastructure autour de cette organisation pour laquelle l'Afrique est un élément clé en termes de financement, de blanchiment d'argent et d'autres facteurs. Toute l'infrastructure est donc toujours en place. Des responsables militaires russes, du sous-ministre de la Défense au ministre et des responsables du renseignement militaire sont venus dans certains de ces pays, la République centrafricaine, le Mali. Il y a eu des contacts avec les dirigeants au Burkina Faso. Il a été clairement indiqué aux dirigeants en place que le ministère russe de la Défense allait prendre la relève de Wagner. En 2022, Moscou avait dépassé Pékin en tant que principal fournisseur d'armes en Afrique. Cependant, il représente moins d'1% des investissements directs étrangers sur le continent. À l'heure des coups d'État, les cibles de la Russie sont-elles purement géopolitiques ? Une grande partie de ce que la Russie et Wagner ont fait au cours des 2 dernières années a été, pour dire les choses grossièrement, de contrarier la France. Et je pense que la France a été leur cible principale. Elles ont donc ciblé les anciennes colonies françaises en Afrique et cela a fonctionné. Cependant, la Russie n'investit pas vraiment. Le pays ne fournit pas d'aide au développement, il ne fournit pas d'aide humanitaire. Le fait que la Russie soit prête à soutenir un grand nombre de jeunes avec cette dynamique, de dire nous appuyons ce que vous faites et nous n'allons pas vous juger si vous violez les droits de l'homme, est bien accueilli. Ce que la Russie fait bien, c'est proposer une alternative à ce que les pays occidentaux offrent ou offrent depuis quelques décennies. En réduisant l'influence de l'Occident, Moscou gagne un soutien considérable sur la scène internationale. Avec 54 voix à l'Assemblée générale de l'ONU, les pays africains constituent l'un des blocs régionaux les plus forts. Et on en parlait à l'entame de cette édition. Pour une première fois dans l'histoire de l'Église catholique, les femmes vont pouvoir désormais prendre part à l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, mais également voter au cours de cette rencontre. Cette nouvelle disposition va entrer en vigueur à partir du 4 octobre prochain au Vatican. Le pape François ouvrira mercredi 4 octobre au Vatican la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, l'aboutissement d'une vaste consultation mondiale sur l'avenir de l'Église catholique. Principale nouveauté à cette institution consultative créée par Paul VI en 1965, des laïcs et des femmes pourront prendre part aux travaux et voter, une première dans l'histoire de l'Église. Il y a 700 millions de femmes catholiques dans le monde, il est temps que l'Église les écoute. Et ce que nous avons entendu tout au long du processus synodal, c'est qu'elles veulent servir l'Église. Les femmes revendiquent un statut d'égalité.
Seules 54 femmes sur les 464 participants au synode auront le droit de vote, alors que les demandes affluent des 4 coins de la planète. Sheila Pires, qui travaille pour la conférence épiscopale sud-africaine, est venue spécialement depuis Johannesburg. Les femmes veulent se voir attribuer de meilleures positions de leadership. Elles veulent que leur voix soit entendue durant la prise de décision. Les femmes veulent participer. Les femmes prendront part au débat et voteront sur le document final, ce qui était jusqu'à présent réservé aux dignitaires ecclésiastiques. Une ouverture qui n'a pas été bien perçue par tous. Il faut à la fois un changement de culture, de mentalité, c'est une question d'attitude, d'éducation, et ce n'est pas facile. Le nombre de femmes travaillant au Vatican et celui des familles occupant des postes de direction aurait nettement augmenté au cours de ces 10 premières années de pontificat de François, selon le Saint-Siège. Ainsi se referme donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.